de 30 000 lettres, comme ça, UCG, qui contient l'information génétique du virus. Et voilà la représentation de ces 30 000 lettres. En fait, on peut les séparer en ce qu'on appelle des gènes. Et chaque gène, en fait, ça va être un petit plan pour créer une protéine. Donc, vous voyez, il y a le gène de la protéine Spike, là, celle qui nous intéresse aujourd'hui. Grâce à ces lettres, on a le plan, le virus a le plan pour créer la protéine Spike qui lui permet de rentrer dans les cellules. Il a aussi ce gène-là qui permet de faire la protéine qui protège l'ARN, protège le génome. Il fait aussi ce gène-là, marron. C'est une petite protéine, quand elle se met dans la membrane de la cellule, elle a force à s'incurver et à faire bourgeonner le virus pour qu'il ressorte. Il y a d'autres gènes, le gène E qui participe ici, c'est une protéine qui permet, quand le virus s'attache à la cellule, de fusionner la membrane du virus avec la membrane de la cellule. Donc, chacun de ces gènes, c'est un petit plan pour faire la protéine adéquate qui a une fonction dans le virus. Et puis, ces gros gènes gris, ben, en fait, ils ne sont pas dans le virus. Eux, en fait, ils donnent des protéines quand la cellule est infectée, qui permet au virus de recopier son code génétique pour faire des nouvelles particules virales. Donc, c'est un organisme très simple, le virus. Hein, vous voyez qu'un gène, nous, par comparaison, l'homme, notre génome humain, il est fait d'ADN, donc c'est un petit peu différent, l'ADN, le code, il est un petit peu différent. Et un individu comme nous, dans chacune de nos cellules, c'est 3 milliards 200 000 lions de lettres, notre code génétique. Donc, vous voyez, on est beaucoup plus évolué. On contient 25 000 gènes qui codent pour 100 000 protéines différentes, qui fait ce qu'on est. Donc, voilà ce virus qui nous embête avec son génome. Et en particulier, je vous ai dit, cette protéine qui permet au virus d'entrer dans nos cellules pour qu'après il s'y multiplie. Alors, il rentre dans nos cellules. Alors, juste une petite notion de la cellule. La cellule, il y a plein d'organes, d'organelles dans la cellule, différents, mais ceux qui sont importants, pour mon explication, c'est le noyau de la cellule ici, qui contient tout notre matériel génétique, notre ADN, qui contient nos 26 000 gènes pour donner autant de protéines différentes. Et puis, il y a aussi les ribosomes, là, ces petits points rouges. Et en fait, chacun de ces petits points rouges, c'est une usine à protéines. Et c'est là que sont créées les protéines à partir du code génétique à l'intérieur du noyau. Alors, comment ça marche tout ça? Voilà la cellule, voilà le noyau, et il y a l'ADN, les 3 milliards de lettres qui codent pour nos protéines. Et chaque gène donne plus ou moins une protéine. Et il y a l'usine à protéines, et l'usine à protéines, à partir de 20 pièces différentes, ben, elle est capable d'assembler les protéines. Mais l'information est dans le noyau. Donc, pour que l'usine puisse faire des protéines à partir de chaque plan ici, eh bien, il faut un messager. Et en fait, c'est l'ARN messager. En fait, chaque gène va être recopié en un ARN messager qui va être transporté à l'usine de protéines et ça va permettre de faire les protéines nécessaires au bon fonctionnement de la cellule. Maintenant, quand le virus arrive, lui, il injecte son génome, qui est à la fois son génome et son ARN messager, et cet ARN messager, il va se coller aux usines à protéines et ça va permettre au virus de créer les protéines virales, donc de créer des nouveaux virus. Donc en fait, vous voyez, le virus, il s'attache à la cellule, son ARN est transformé en protéines,
notamment la protéine qui permet de recopier son ARN en plein de copies. Puis après, tout ça est rempaqueté et bourgeonne de la surface. Et il y a plein de virus nouveaux qui ressortent de la cellule infectée. Alors, voilà ce que ça donne sur des cellules in vitro. Là, on l'infecte avec un virus. Alors, c'est un virus de la rougeole, mais ce virus, quand il infecte des cellules, il leur fait produire une protéine verte, ce qui fait qu'on peut suivre où est-ce qu'il est le virus en train de se multiplier. Donc voilà, les cellules sont vivantes. Et là, on met du virus de la rougeole et il y a les premières cellules infectées. Puis l'infection se propage aux autres cellules, il se multiplie en grande quantité et il infecte tellement les cellules qu'il finit par les tuer. À la fin, elles éclatent. Et dans le milieu de culture, il y a plein de virus qui ont été produits. Alors, c'est ce qui se passe dans nos poumons et dans notre gorge et dans notre nez quand on est infecté avec le Covid. Alors maintenant, notre corps, il a un moyen de lutter contre les virus et c'est les fameux anticorps. Alors l'anticorps, il a cette forme-là et il a une région très variable qui va être spécifique de tel ou tel microbe. Nous, ce qu'on veut, c'est des anticorps dirigés contre le virus du Covid. Ils vont être produits par un certain type de globules blancs qui s'appellent les lymphocytes. Et cet anticorps, voilà, c'est une protéine, donc vous voyez, assemblée des pièces élémentaires que je vous ai dit, les 20 pièces élémentaires, et elle a la forme d'un Y, et c'est cette région-là qui reconnaît, c'est ces deux régions-là, là, qui reconnaissent les virus, les bactéries, les microbes. Alors, il a plein de propriétés, cet anticorps. Déjà, nous, l'anticorps qu'on veut, on veut qu'il soit produit contre les spikes du virus pour que l'anticorps recouvre ces spikes et que le virus puisse plus s'accrocher à la cellule. Donc, il empêche le virus d'infecter les cellules. Mais il a aussi un pouvoir agglutinant parce qu'on peut très bien imaginer l'anticorps qui se fixe par l'un de ses côtés à un des virus et à l'autre virus, ce qui fait qu'il agglutine les virus et il les empêche trop de pouvoir diffuser. Et puis, il permet aussi l'élimination du virus. Il y a des cellules immunitaires qui ont des récepteurs pour l'autre partie de l'anticorps ici, on appelle ça des récepteurs FC. Eh bien, ils accrochent les anticorps et ils vont permettre à cette cellule éboueur de manger le virus et de le digérer. Et puis, ils marquent aussi les cellules infectées pour qu'elles soient tuées. En fait, quand la cellule est infectée, elle produit la protéine spike dans sa membrane qui va bientôt devenir celle du virus. Et du coup, la cellule infectée, elle expose aussi, comme le virus, des spikes à sa surface. Et l'anticorps vient marquer ces spikes. Et là, on a des cellules tueuses, des cellules natural killers, par leur récepteur, le même récepteur que les éboueurs, plus ou moins. Eh bien, elle va tuer les cellules infectées avant que le virus ait eu le temps de se multiplier en trop grande quantité. Et il n'y a pas que les anticorps pour lutter contre le virus, il y a aussi les lymphocytes T. Et eux, les lymphocytes T, ils sont capables de détecter si une cellule est infectée par du virus à l'intérieur. Alors, je vais passer sur cette vidéo parce qu'elle serait trop longue à expliquer. Alors maintenant, les différents vaccins. On veut qu'il y ait des anticorps produits contre cette protéine spike pour neutraliser le virus, pour l'agglutiner, pour qu'il soit mangé par les cellules immunitaires. Et il existe différents vaccins et les deux dont je vais principalement vous parler aujourd'hui, c'est le vaccin à ARN et le vaccin viral. Alors, l'objectif du vaccin, c'est que notre organisme soit exposé à de la protéine spike
qu'on ait de la protéine spike en nous pour produire des anticorps contre cette protéine spike. Alors, je vais tout d'abord parler du vaccin viral. En fait, ce qu'on va faire avec le vaccin viral, et c'est le vaccin d'Oxford, qui n'est pas encore approuvé en France, mais qui risque probablement d'être approuvé la semaine prochaine. En fait, ils ont pris un autre type de virus, un adénovirus, et ils ont ajouté dans le génome de l'adénovirus le gène spike pour que ce virus produise à sa surface de la protéine spike et que de la protéine spike soit produite à la surface des cellules infectées. Donc, le virus qui est injecté dans le vaccin d'Oxford, là, c'est un adénovirus auquel ils ont rajouté le gène spike pour que quand la cellule infecte des cellules, ben, les usines à protéines fassent de la protéine spike et qu'il y ait formation d'anticorps contre les protéines spike. Il y a le vaccin protéique. Tous les ans, on se fait vacciner contre la grippe. C'est un vaccin protéique. C'est Sanofi qui le fait. En fait, ils font chaque année la protéine spike du virus de la grippe. Ils la fabriquent dans leur laboratoire et c'est ce qu'ils injectent directement aux gens pour que les anticorps se forment contre la protéine spike d'influenza. Alors, il y a Sanofi qui a essayé de faire qui essaye de faire un vaccin protéique, donc qui consiste à injecter de la protéine spike comme ils le font avec la grippe aux gens, mais ça a pris du retard parce que leur essai clinique n'a pas été convaincant, les résultats. Ils n'arrivaient pas bien à immuniser les gens. Il y a maintenant les deux vaccins qui font débat, qui créent des théories sur le net incroyables parce que c'est tout nouveau, c'est les vaccins à ARN. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vaccin à ARN? En fait, il y a un virus là, mais il ne devrait pas y avoir de flèche. En fait, l'ARN, il est fabriqué, il est fabriqué par de la chimie. Donc, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils font juste le gène spike avec un tout petit peu d'ARN des deux côtés. Et puis, cet ARN, il est injecté chez la personne et il va rentrer dans des cellules, aller à l'usine et de la protéine spike va être produite et des anticorps vont être produits contre la protéine spike. Alors en fait, ce vaccin ARN, ce n'est pas de l'ARN tout seul en fait. Je vous ai mis sa composition ici pour celui de Pfizer-BioNTech. Donc c'est de l'ARN ici, la petite ligne rouge, qui est mélangé à des lipides qui font que l'ARN est protégé parce que si on l'injectait, il serait tout de suite détruit, l'ARN, si on l'injectait libre. Et en fait, il est avec des lipides qui ressemblent à ceux qu'il y a dans la membrane des cellules, en fait. Et ça fait que ça forme une espèce de micelle, hein, comme quand on mélange de l'eau et de l'huile, il y a des petites gouttelettes d'huile, ben ça fait un peu ça. Et l'ARN est à l'intérieur de ces petites gouttelettes d'huile. Il y a des sels pour équilibrer la salinité de l'eau, parce qu'on ne peut pas injecter de l'eau aux gens, que ce soit équilibré au point de vue sel, ce mélange qui est injecté. Il y a des sucres, le saccharose, pour éviter que ces micelles s'agrègent les uns entre eux. Et puis, il y a de l'eau pour l'injection. Et ces lipides, en fait, ils vont fusionner avec la membrane des cellules musculaires où est injecté le vaccin. Et l'ARN, il va être relâché dans la cellule musculaire. Et la cellule musculaire, en plus de faire beaucoup de protéines des fibres musculaires, ben, elle va faire un petit peu de protéine spike à partir de l'ARN qu'on lui a envoyé. Et cette protéine spike, ben, il va y avoir une réaction immunitaire contre cette protéine spike, création d'anticorps, création de lymphocytes T qui vont le reconnaître, et ça va permettre d'immuniser la personne.
Alors, en fait, si on regarde bien, alors il y a aussi le vaccin chinois. Alors, le vaccin chinois, c'est carrément le vaccin, le virus, le coronavirus lui-même, le SARS-CoV-2, et il l'inactive par des procédés chimiques, ce qui fait qu'il n'est plus capable de se multiplier. Ils injectent le virus inactivé chimiquement. Alors, il n'y a même pas de ribosome, j'ai fait une erreur, ça ne passe même pas par le ribosome. En fait, les anticorps, ils vont être directement produits contre la particule virale injectée. Et dans ce virus, on injecte de l'ARN. Hein. Lorsqu'on fait un vaccin avec la rougeole, c'est un virus ARN, un virus atténué de la rougeole, ben, il y a de l'ARN à l'intérieur du virus. Hein. Et le vaccin ARN, ben, ça ressemble un peu à un virus avec sa membrane et de l'ARN à l'intérieur. Donc, par exemple, il est dit sur Internet que cet ARN peut se mélanger à notre ADN et modifier notre ADN. C'est totalement exclu. Hein. Jamais lorsque l'ARN, il va que dans un sens. Hein, il y a des protéines pour faire le tri ici dans la membrane. L'ARN, il va toujours à l'extérieur des cellules. Il n'y a aucun ARN qui peut rentrer dans le noyau et interagir avec l'ADN. D'ailleurs, notre propre ARN ne réagit pas et ne modifie pas notre ADN. Donc, ce n'est pas celle d'un vaccin ARN qui va aller modifier notre ADN. C'est complètement fantasque. Alors, ce vaccin, il a été développé extrêmement rapidement et ça aussi, ça fait peur aux gens. Alors, il y a plusieurs choses. Alors, on dit un vaccin, il faut 10-20 ans pour faire un vaccin. Alors, depuis la crise Ebola, on a réussi à faire un vaccin en 3 ans, qui a fait que la crise Ebola, c'est quasi terminé. Il y a eu une petite résurgence, mais maintenant, ils vaccinent tout le monde là-bas et on n'entend plus parler d'Ebola. Donc ça, c'est une première chose qui a fait qu'on sait faire déjà les vaccins plus rapidement. Deuxièmement, au moment d'Ebola, on a tellement eu peur parce que Ebola, il avait un taux de mortalité quand il infectait des gens extrêmement élevé. On a eu très, très peur. Et au niveau de l'ONU, il y a eu un plan de vaccination contre les nouvelles pandémies qui a été mis en place. Et il y a notamment pas loin d'1 milliard de dollars qui a été mis à disposition pour créer des plateformes de développement de vaccins rapides, pour pouvoir réagir rapidement. Donc ça, on en a bénéficié aussi pour la création de ces vaccins. Et puis, troisièmement, il y avait eu une première épidémie de coronavirus, le SARS-CoV-1, dans les années 2000, ce qui fait qu'on avait déjà pas mal appris sur le virus et sur la protéine Spike, qui se ressemble beaucoup entre ce virus et le premier virus. Ce qui fait que ça aussi, ça a aidé à mieux comprendre pour créer le vaccin. Et puis, quatrième chose, dès le début, les Chinois ont donné la séquence du virus. Donc, on donnait ce code de 30 000 lettres du virus et donc la séquence, le code génétique qui code pour la protéine Spike. Donc, dès janvier, on n'a pas mis 2 ans à trouver le code, à isoler le virus et tout. Les Chinois l'ont fourni dès janvier. Donc, tout le monde a pu s'y mettre dès janvier. Et par rapport à un développement traditionnel où on fait les choses les unes après les autres, ben là, on a fait toutes les choses en même temps. Notamment, il faut reconnaître ça à Trump. Il n'a pas fait que des choses bien, mais au moins pour le vaccin, il a mis le paquet au niveau argent et ça a permis un développement extrêmement rapide des vaccins, ce qui fait que dès les premiers essais cliniques de phase 1 qui donnaient des résultats, ils ont créé les usines pour produire le virus, pour produire le vaccin, pardon. Ce qui est quand même une prise de risque énorme parce qu'on ne sait pas si le vaccin va marcher et on construit déjà l'usine pour en produire des milliers de doses.
Ce qui fait qu'en fait, tout ça mis bout à bout, ça fait que le développement a été extrêmement rapide. Les essais cliniques de phase 3 ont commencé, donc il y a eu des phases 1 dès janvier, puis des phases 2, des phases 1 qui ont été mélangées à des phases 2. En fait, ils ont fait des phases 1 et 2 en même temps. Puis, quand il y a eu les premiers résultats, dès juillet, ont commencé les phases 3. Et ils pensaient qu'il faudrait 6 mois pour avoir les résultats, mais ça a été beaucoup plus vite puisque c'est fin novembre qu'ils ont été donnés les résultats, puisqu'avec les vaccins à ARN, ils sont très clairs, ces résultats. Alors, je vais zapper cette diapo, mais ça, c'est une diapo que j'ai récupérée du webinaire ce matin, justement, avec le professeur Brigitte Autran. Donc, elle nous faisait une présentation. Et ça, c'est les résultats qui ont été publiés en novembre sur la vaccination contre le Covid. Donc, en bleu, vous avez les gens qui ont reçu un placebo. Et en rouge, vous avez les gens qui ont reçu le vaccin Covid. Ils ont reçu une première injection ici et à 21 jours. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'au début, il n'y avait pas de différence. Alors, il y a eu 37 000 personnes de vaccinées réparties dans les deux groupes. Et en fait, chez les gens qui ont reçu le placebo, ben, il y en a 162 qui sont tombés malades du Covid. Tandis que dans le groupe des vaccinés, il n'y a eu que 8 cas. Alors, ils n'ont pas compté les premiers cas parce que ici, là, la personne avait reçu le première vaccination et ils n'ont pas fait gaffe après le vaccin. Ils ont attrapé le Covid juste après le vaccin, avant qu'ils aient fait des anticorps. Et ils ont commencé à être réellement protégés par le premier shoot de vaccin, par la première injection de vaccin, 12 jours après le début de la vaccination. Et à partir de ces 12 jours, ils reçoivent le deuxième vaccin ici. Et vous voyez, il y en a très peu qui font des cas de Covid. Et en rouge foncé, ici, c'était un cas de Covid grave. Ici, il y a eu 9 cas de Covid grave et dans le groupe des vaccinés, il y a eu un cas de Covid grave. Donc, normalement, il devait attendre 6 mois pour avoir les résultats. Et vous voyez, dès 112 jours, c'est-à-dire 3 mois, c'était tellement net les résultats qu'ils ont décidé d'y aller pour avoir les approbations. Et avec le vaccin de Moderna, on voit la même chose. En bleu, les vaccinés, il y en a très peu qui attrapent le Covid. Tandis que chez les gens qui ont reçu le placebo, il y a beaucoup de gens qui font du Covid. Et pour les 2 vaccins ARN, donc ça, c'est les résultats des 2 vaccins ARN, il n'y a pas eu d'effets secondaires graves. Il y a eu des petits effets secondaires comme des petites fièvres le lendemain, des fébrilités, de la fatigue. Mais voilà, il n'y a pas eu d'effet grave d'observer. Donc, je peux dire un petit mot? oui. Hein, parce que quand on voit une courbe comme ça explique pourquoi aussi les délais ont été très courts. Parce que généralement, quand on teste un médicament, on a très peu de patients. Et comme on a peu de patients, les 2 courbes ont du mal à se séparer. Là, très vite, les courbes se sont séparées parce qu'on a eu énormément de patients. Donc, ça ne servait à rien qu'on en ait encore plus avec une courbe parce qu'on voit que l'écart est tellement important que ça aurait été anormal de continuer à donner du placebo. Voilà. C'est pour ça que c'est très intéressant quand on voit cette courbe. Donc, ils ont raccourci la phase 3 tellement les résultats étaient impressionnants. Maintenant, il manque les effets secondaires à long terme. Mais il n'y a pas de raison de penser qu'il y en ait parce qu'il y a eu quand même les vaccins ARN, ce n'est pas nouveau. Hein. J'ai zappé cette diapo, mais c'est pour vous dire que les vaccins ARN, ça fait longtemps qu'ils sont à l'étude. Et ça fait longtemps qu'on en injecte à des singes notamment et qu'on ne voit pas d'effets secondaires à long terme. Il y a eu aussi des essais qui ont été faits chez des gens qui avaient des cancers pour les immuniser contre le cancer.
et il n'y a pas eu d'effet à long terme observé chez les survivants. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, les vaccins ARN. Hein. Ça fait longtemps que c'est en développement et là, c'est l'occasion de les mettre en œuvre. Et une des autres choses aussi, un des facteurs qui a été important pour qu'on ait rapidement les résultats, c'est que Trump a un peu fait n'importe quoi aux États-Unis sur le contrôle de la maladie, ce qui fait que la maladie a beaucoup diffusé, qui fait que les gens qui ont reçu le placebo, s'ils avaient fait plus gaffe aux États-Unis, mais il y aurait peu de gens qui auraient attrapé le virus ici. Et la différence, il aurait fallu attendre plus longtemps pour l'avoir. Mais comme Trump a laissé courir le virus là-bas, les résultats sont venus assez rapidement chez les gens non vaccinés. Et Jean-François, est-ce que tu peux revenir sur ta diapo là en bas? Du coup, c'est écrit effet chez sujet très âgé. Effectivement, c'est des choses parfois qu'on entend dans les conversations qu'il n'aurait pas fallu vacciner en premier dans les EHPAD parce que finalement on teste sur eux, etc. Est-ce que tu peux en dire un mot? Après, dans les études ARN, il y a eu des patients qui ont été vaccinés qui avaient plus de 65 ans. Par exemple, dans l'étude, il y en avait 3000 là. Dans ceux qui ont reçu le placebo, il y en a 29 qui ont fait un Covid. Dans ceux qui ont reçu le vaccin ARN, il y en a eu 4. Donc, il semble efficace pour ce groupe de patients-là. Mais c'est quand même un groupe relativement faible, 3500 personnes de plus de 65 ans. Donc, la surveillance continue actuellement quand on vaccine les plus de 65 ans pour voir s'il y a des effets secondaires ou pas. Avec les chocs anaphylactiques, est-ce que je peux demander? Alors, pour les personnes qui peuvent faire des chocs anaphylactiques, ils sont déconseillés, les vaccins. Ah oui. Ils sont exclus de la vaccination. Oui. Et ces personnes-là, pour être protégées, elles vont compter sur ceux qui sont en bonne santé, qui aillent se faire vacciner. D'accord. Et qui, par leur vaccination, vont protéger ces personnes-là qui, malheureusement, ne pourront pas se faire vacciner. D'accord, merci. Alors, il y a aussi le vaccin AstraZeneca. J'ai mis Moderna, j'ai fait une erreur de titre. C'est l'AstraZeneca, c'est celui avec l'adénovirus. Alors, leur essai clinique, il est super dur à comprendre des dires de Brigitte Autran, parce qu'ils ont fait une moitié avec une méthodologie, puis une seconde moitié d'essais cliniques avec une autre méthodologie, et ils ont tout mélangé à la fin, ce qui fait qu'aux États-Unis, alors il a été accepté en Grande-Bretagne, malgré ses résultats un peu confus d'essais cliniques. Il aurait eu une protection de 70%, pas 95% comme les vaccins ARN. Et vu que les résultats sont confus, la FDA aux États-Unis a refusé le vaccin et leur demande de faire une nouvelle phase 3. Tandis que le dossier de ce vaccin va passer à l'Europe la semaine prochaine, à l'EMA, et d'après Brigitte Autran, il y a des chances qu'il soit validé, malgré que les résultats d'efficacité ne soient pas très clairs, soient moins clairs que les études de phase 3 faites avec les vaccins ARN étaient beaucoup mieux faites, ces études cliniques. Donc, on en sait un peu moins sur le virus d'Oxford. On est moins capable de réanalyser toutes les données que fournissent l'entreprise AstraZeneca. Donc, on est quelque part, les vaccins ARN, à l'heure actuelle des connaissances, semblent plus sûrs. Et il y a un nombre de gens vaccinés beaucoup moins important. C'est ça aussi la grande force
de Moderna comme de Pfizer, c'est qu'ils ont une population vaccinée énorme. Ouais. Et donc, ça peut montrer des différences nettes. Tandis que là, comme c'est beaucoup moins important, les différences sont beaucoup plus difficiles à expliquer. Ouais. Donc, celui-là est approuvé en Angleterre. Est-ce qu'il a été refusé aux États-Unis, leur demande de refaire une phase 3? Est-ce que l'Europe va l'accepter? On va savoir ça la semaine prochaine. Donc là, c'est un adénovirus qui code pour le spike, qui fait produire le spike quand il est injecté. Là, c'est la stratégie vaccinale française qui a été décidée. D'abord, c'était en 5 phases que ça devait être fait. D'abord, les gens à haut risque de mortalité dans les EHPAD. Mais il y a eu une poussée de l'opinion pour que ça aille beaucoup plus vite, ce qui fait qu'au lieu de faire la phase 1, puis la phase 2, puis la phase 3, ils font la phase 1, la phase 2, la phase 3 en même temps. Donc, ils ont étendu la phase 1 aux personnes âgées de plus de 75 ans et aux personnes à risque de 50-65 ans et aux professionnels de santé du secteur médico-social. Puis après, viendra l'éducation et la vaccination de masse, quoi. C'est notre stratégie vaccinale en France. Il y a d'autres pays qui ont choisi d'autres stratégies, d'attaquer directement en vaccination de masse. Mais en France, on a choisi de vacciner les personnes à risque parce qu'une fois que les personnes à risque sont vaccinées, on peut le laisser courir à la rigueur, le virus. Enfin, c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait peu de monde qui arrive à l'hôpital pour désengorger l'hôpital qui a énormément souffert durant toute cette période. Et puis, un petit mot sur d'éviter les formes graves. Pardon? C'est d'éviter les formes graves en réanimation. Oui. Et un petit mot pour le programme COVAX, qui est un programme de l'ONU pour faire que les pays pauvres aient accès aux vaccins. Donc, les objectifs, ce serait de distribuer à tous les pays au même rythme et proportionnellement aux populations. Et je vois que je suis un peu long, donc je vais passer là-dessus, mais c'est important de ne pas laisser courir le virus dans d'autres pays parce que, vous voyez, il peut muter le virus et revenir sous d'autres formes. Donc, il ne faut pas le laisser courir, donc il ne faut pas vacciner que les pays riches. Il faut vraiment vacciner tout le monde, il faut faire un effort là-dessus. Et je ne suis pas loin d'avoir terminé, mais un petit rappel de l'historique des vaccins. Alors, le premier vaccin qu'on appelait la variolisation à l'époque, c'est Jenner en Angleterre. Lui, il avait remarqué que les garçons de ferme qui s'occupaient des vaches et qui étaient au contact de pustules sur les petites vaches, parce que les vaches avaient une forme de variole, la variole de la vache, et ça faisait des pustules sur les petites vaches. Il avait remarqué que les garçons de ferme qui étaient au contact des petites vaches quand ils traillaient, ils ne développaient pas la variole ou des formes beaucoup moins graves. Donc, le premier vaccin, ça consistait à récupérer du pus de pustules de pus de vache et puis de l'injecter. Donc, on était loin du vaccin safe et tout le monde courait après ça. À l'époque, voulait se faire varioliser pour se faire protéger contre la variole. Alors, je ne vous explique pas les effets secondaires. Il devait y en avoir à l'époque, recevoir du pus de vache. Et il faut quand même voir que les vaccins, il y a eu ensuite Pasteur qui a vacciné avec un virus atténué, lui, carrément avec le pathogène. Il a isolé le virus, il l'a atténué, il l'a réinjecté aux gens. Et depuis, la science n'a cessé que de faire des progrès dans les vaccins. Et je ne suis pas devin, mais si les résultats actuels des vaccins à ARNM se confirment, ce sera une nouvelle étape
dans la sûreté des vaccins et la capacité de vitesse à laquelle on est capable de produire un vaccin. L'avenir nous le dira. J'espère, moi, de tout mon cœur, que les résultats observés en essais cliniques, puis après les premières vaccinations, se confirment, parce que c'est la solution quand même à cette maladie, et que ça devienne un standard, ces nouveaux vaccins ARN. Et puis, juste une dernière diapo pour vous dire, moi je suis soutenu par la Ligue contre le cancer. Donc, juste un mot pour vous dire ce qu'on fait dans notre laboratoire, soutenu par la Ligue contre le cancer. En fait, on recherche, nous, sur la virothérapie antitumorale ou l'immunothérapie oncolytique. Ça consiste à utiliser des virus qui vont infecter et se répliquer que dans les cellules tumorales. Par contre, ils ne vont pas être capables d'attaquer les cellules saines. Et alors, en attaquant les cellules tumorales, ben, ils vont les tuer et ils vont activer une réponse immunitaire contre le virus, mais aussi, on l'espère, contre les cellules tumorales. Voilà ce qu'on fait, soutenu depuis des années par la Ligue contre le cancer régionale Grand Ouest. Et je vais déclarer mes conflits d'intérêts parce qu'en ces temps, on dit ouais, les scientifiques ils sont payés par les boîtes pharmaceutiques pour nous faire vendre leurs vaccins. Donc, je tiens à signaler que je n'ai reçu aucune rémunération des entreprises pharmaceutiques et aussi de Lego qui m'a aidé à faire la petite présentation aujourd'hui. Et voilà l'équipe dans laquelle je travaille avec le soutien de la Ligue. On tient à remercier tous les bénévoles de la Ligue qui nous aident dans notre travail de recherche contre le cancer, parce que le cancer reste aussi quand même un problème majeur de santé publique. C'est 150 000 morts par an, le cancer. Comparé au Covid qui vient d'en faire 40 000, c'est sûr, c'est un drame, mais le cancer, c'est malheureusement 150 000 morts chaque année. Donc, merci à tous les bénévoles de la Ligue et aux donateurs de la Ligue pour faire avancer la recherche sur le cancer. Voilà, je vous remercie. Je suis prêt à répondre à vos questions. Merci Jean-François. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que certains d'entre vous veulent prendre la parole, tout simplement pour les poser? Moi, j'ai demandé pour le choc anaphylactique. Il n'y a aucune solution à trouver pour pouvoir le faire, en sachant que c'est un antibiotique auquel je suis allergique, moi. Ouais, mais vous avez fait, vous êtes quel type d'allergique? Vous avez réellement fait des gros chocs? Oui, ils m'ont réanimé. Oui. Ah oui, avec piqûres d'adrénaline, c'est de l'adrénaline. Oui, Oui. Ben là, malheureusement, je ne pense pas que vous pourrez recevoir le vaccin. C'est à cause du choc que j'ai fait. Quand on a des allergies modérées, oui. Comme la plupart des allergiques, parce que c'est rare les formes graves d'allergie, quand on a des allergies modérées, on peut se faire vacciner, mais des formes d'allergie sévères, je pense que vous ne pourrez pas être vacciné. Et c'est là où vous comptez sur nous, sur les autres qui peuvent se faire vacciner pour que ces gens se vaccinent et arrêtent la progression du virus, ce qui vous protégera aussi. D'accord. Merci. Jean-François, j'ai juste une petite question. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'effet de ces vaccins sur les variants? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui? Alors, elle en a parlé, elle a donné les dernières données, Brigitte Autran, aujourd'hui. Et le Moderna protégerait contre la variante anglaise et aussi sud-africaine. Par contre, il voit que les anticorps s'accrochent moins bien au virus. D'accord. Donc, il y a une baisse de l'affinité des anticorps neutralisants. Donc, comme ils s'accrochent moins bien, ils protégeront peut-être un peu moins bien.
Quand on parle de variants, c'est la différence, elle porte sur quoi? Sur la protéine spike ou sur… C'est sur la protéine spike et elle nous a montré, c'est à l'extrémité de la protéine spike, c'est vraiment l'endroit où la protéine spike reconnaît la protéine à la surface de la cellule. Et c'est là qu'elle se colle. Et les variants, ils se collent mieux en fait. Donc, ils peuvent mieux rentrer dans les cellules et mieux les infecter. Et du coup, se reproduire en plus grande quantité. Il y a des recherches sur je sais pas, d'autres vaccins qui auraient un parapluie plus large, on va dire, qui pourrait mieux protéger contre les variants ou on avance, Alors, contre les variants, s'il y a un nouveau variant qui s'impose, aussi bien Moderna que Pfizer, que Oxford avec leur adénovirus, ils sont capables de modifier le code du virus pour lui faire coder le nouveau spike, pour que ce soit les spike variants qui soient produits et qu'on soit vacciné contre ces variants. Donc, on va voir. Là, apparemment, il y a une protection contre le variant anglais, contre le variant sud-africain. Ils ne savent pas pour le variant brésilien. Et si ça ne protégeait pas, il y aura un nouveau vaccin qui serait relativement rapidement créé pour nous revacciner. Mais ça veut dire qu'il faudrait se vacciner 2 fois, c'est-à-dire contre le virus premier qui circule encore et contre le variant qui circule aussi. Si un nouveau virus était amené à se répandre et qu'il ne soit pas neutralisé par le premier vaccin, il y aura un nouveau vaccin de créer. Okay. Et moi, je me demandais tout à l'heure, tu disais que c'est le vaccin AstraZeneca pour lequel on a moins de recul, pour lequel c'est moins clair, mais qui sera peut-être quand même autorisé. Nous, quand on sera vacciné, on ne pourra pas choisir en fait avec lequel on sera vacciné. Il est probablement non. Mais il semble un petit peu moins efficace que le vaccin à ARN messager. Et comme elles sont moins claires, les résultats, après, il y a aussi de la politique là-dedans. Hein. Peut-être que la FDA aux États-Unis, elle a reçu des pressions pour ne pas approuver le vaccin d'Oxford pour qu'ils vendent du vaccin américain Moderna et Pfizer. Hein. Il y a des intérêts financiers tellement élevés dans ces histoires. On peut bien imaginer quelqu'un de l'administration qui dit ouais, et en plus, il est anglais le vaccin, c'est pas clair leur donner, allez, on le refuse et comme ça. Il y a aussi des aspects politiques là-dedans. Alors, la Grande-Bretagne, le gouvernement, l'agence du médicament anglais l'a approuvé. Que fera l'EMA la semaine prochaine? D'après Brigitte Autran, c'est quand même assez clair qu'il a une efficacité et qu'il risque d'être approuvé. Et puis après, il y a d'autres vaccins en phase 3 qui ont subi des énormes échecs. Hein. Le vaccin français Sanofi, la phase 3 n'a pas été concluante. Ils veulent refaire une phase 3, mais le problème, c'est qu'il va falloir trouver les volontaires maintenant pour se faire vacciner avec leur vaccin, parce que le vaccin ARN, il semble efficace à 95% des cas sans effet secondaire. Pourquoi j'irais prendre des risques à tester à aller prendre un autre vaccin? Je préfère prendre le vaccin ARN. Donc, et puis, il y a le vaccin qui était développé par l'Institut Pasteur à partir du virus de la rougeole. Donc là, c'était comme AstraZeneca, ils avaient utilisé un autre virus. Donc là, c'était le virus qui nous vaccine contre la rougeole. Et ils lui avaient ajouté le gène spike, que ça fasse produire le spike. Et hier, ils ont annoncé qu'ils abandonnaient l'Institut Pasteur avec l'entreprise américaine Merck et l'entreprise autrichienne Themis. Donc, ils arrêtent le développement de ce vaccin parce que les premiers essais n'étaient pas concluants. Donc voilà, on commence à avoir, il y a eu toutes ces données d'essais cliniques qui ont montré l'innocuité de ces nouveaux vaccins.
il y a toutes les données qui s'accumulent depuis le mois de décembre qu'on vaccine beaucoup de gens et il n'y a pas de drapeau rouge qui s'allume. Alors, il y a des cas repris par les antivax où il y a une personne qui décède le lendemain du vaccin, mais il y a des gens qui meurent tous les jours de crise cardiaque ou d'autres choses. Et pour l'instant, il n'a jamais été établi un lien entre une des personnes qui est décédée et la vaccination. Donc, voilà l'état de ce que je peux vous dire. Moi, j'ai encore une question, j'en profite. Dans les essais cliniques, ils ont fait 2 doses à 21 jours d'intervalle. Et aujourd'hui, on entend souvent dire qu'ils veulent allonger l'intervalle à cause notamment des problèmes d'approvisionnement, d'après ce que je comprends. Oui. Mais scientifiquement, ça n'a pas été testé. Est-ce qu'ils sont Alors, si, en fait, parce qu'elle en a parlé, Brigitte Autran, ce matin, parce que dans l'essai clinique, ils vaccinent 30 000 personnes, enfin 15 000 dans le groupe des vaccinés, et ils vaccinent la première injection, et il était prévu que 4 semaines après, ils reçoivent la deuxième injection. OK ? Mais dans la vraie vie, ça ne marche pas comme ça. Il y a des gens, ils ont un rendez-vous le jour de la deuxième injection, ce qui fait qu'il y en a qui se font injecter un petit peu plus tôt, puis d'autres un petit peu plus tard. Ce qui fait qu'ils ont réussi à avoir des données pour dire que la deuxième injection, il ne faut pas la faire après 6 semaines. Et il y a les Anglais qui, et d'ailleurs leur communauté scientifique est en train de s'élever contre cela, dépassent les 6 semaines pour la seconde injection et ça risque de poser des problèmes d'efficacité. Et en France, il a été dit par le gouvernement, puisque ça protège jusqu'à 6 semaines, on va mettre la limite, on va mettre la deuxième injection à 6 semaines. Mais comme je vous ai dit, dans la vie réelle, il y a des gens qui ne pourront pas la deuxième injection à 6 semaines, ils vont la faire à 7 ou à 8, et là, ça ne marchera pas la deuxième injection. Donc, ils ont décidé de rester à 4 semaines en France, et il faut essayer de se faire la deuxième injection avant 6 semaines, quoi qu'il arrive, si vous voulez une efficacité maximale. Alors moi, j'ai une petite question que mon père m'a posée parce que j'ai testé ma présentation sur mon père. Et il m'a dit, ouais, le Covid, ça va être comme la grippe, il va revenir chaque année nous embêter et il faudra se faire vacciner tous les ans. En fait, non, parce que le Covid, vous voyez, son génome, c'est qu'un seul ARN. Tandis que le virus de la grippe, lui, son génome, il est découpé en 8 portions d'ARN. Et sur la portion 4, il y a le fameux H, et sur le segment 6, il y a le fameux N. Donc, vous pouvez avoir dans une même cellule un virus H2N2 avec ces 8 segments-là, et un virus H1N1 qui infecte la même cellule, et il va ressortir plein de nouveaux virus qui se seront mélangés leur génome. Ce qui fait que chaque année, il y a une nouvelle souche de virus, une nouvelle combinaison de ces segments qui l'emporte. Donc vous voyez, à partir de 2 virus, un H1N1, un H2N2, et il y a un nouveau mutant H1N2 qui l'emporte sur les autres virus. Et chaque année, il faut se faire vacciner contre ce nouveau virus de la grippe. Donc, il n'a pas ce mécanisme, le Covid. Lui, tout ce qu'il peut faire, le Covid, c'est muter de temps en temps. Et on le voit avec les nouveaux variants, il y a quelques nouveaux variants qui viennent d'apparaître. Voilà. Moi, je voulais poser une petite question, si c'est possible. Oui, oui, oui. Oui, je voulais revenir sur le fait que quand on est vacciné, on se protège, bien évidemment, mais c'était pour venir ce que disait Janie tout à l'heure. Est-ce qu'on est sûr de protéger aussi les autres? Moi, j'avais cru comprendre qu'on avait quand même, on pouvait quand même contaminer, même en étant vacciné. Ça, c'est pas encore très clair. Ah oui. Apparemment,
on peut… apparemment, il y a quand même plein d'éléments pour dire qu'on protégerait quand même les autres. Mais ça, ce n'est pas encore sûr. Donc, pour l'instant, il faut encore attendre que les chercheurs fassent leur boulot et nous disent si c'est le cas. Mais il y a de fortes chances quand même que ça l'empêche en partie. Mais de toute façon, tant qu'on n'a pas vacciné, alors avec le premier Covid-19, ils estimaient à 60% de la population qui devait être vaccinée pour qu'il arrête de circuler. Avec les variants, il faudrait atteindre 70-80% de la population vaccinée, parce qu'il est plus contagieux. Si on arrive à atteindre ces 80% et qu'il ne circule plus, voilà, et ceux qui sont ultra allergiques, ils seront dans les 30% de non-vaccinés. Il faut qu'il y ait plus de personnes vaccinées. C'est un peu notre seule porte de sortie de cette crise, hein, malheureusement. Et on entend aussi dire parfois qu'on serait immunisé que pendant 8 mois, que ça ne durerait pas. Alors, non, ça protégera au moins 1 an. Parce qu'ils ont testé les anticorps, ils regardent comment ils disparaissent au fur et à mesure dans le sang. Alors, chez l'homme, ils n'ont pas beaucoup de recul parce que les personnes vaccinées, c'était il y a 1 an. Et les dernières données que montrait Brigitte Autran, après 8-9 mois, il y a encore beaucoup d'anticorps qui restent. Hein. Autant quand on attrape le virus, autant quand on se fait vacciner. Donc, des deux façons, les anticorps, ils persistent. Et puis, même au bout d'1 an ou 2 ans, quand ils disparaissent, ces anticorps neutralisants, il y a toujours les lymphocytes B mémoire qui sont capables de les reproduire en un instant en grande quantité. C'est les globules blancs qui le produisent. Eux, il y a une mémoire qui s'est faite et au lieu de mettre 5 jours à produire les anticorps lors de la première infection, les lymphocytes B mémoire, en 1 jour, ils reproduisent les anticorps. Donc, et puis, il y a aussi les lymphocytes T, les lymphocytes T mémoire qui sont capables de tuer les cellules infectées. Eux aussi persistent très longtemps dans l'organisme. Donc, je pense qu'il ne faut pas être pessimiste. On ne sera pas protégé longtemps. Beaucoup des vaccins protègent longtemps, au moins une période de 5 ans. Je pense qu'il en sera de même pour celui-là. Hein. Le virus de la grippe, c'est différent parce qu'il faut vacciner chaque année contre une forme différente. Donc, c'est pour ça qu'on en a besoin tous les ans. Mais autrement, les autres virus, généralement, on n'a pas besoin de se faire vacciner tous les ans. Et je pense que ce ne sera pas différent pour le Covid. D'autres questions? Alors, j'avais reçu aussi des questions par le website, notamment le website. Il y avait des personnes qui me demandaient par rapport à leur cancer et à leur traitement s'ils pouvaient se faire vacciner. Et j'avoue que je ne suis pas du tout compétent pour pouvoir vous dire. Les patients, en fonction de leur cancer et de leur traitement, il faut qu'ils s'adressent à leur docteur, à leur oncologue. Et je pense que le docteur pourra sans doute mieux les renseigner que moi. Moi, je ne sais absolument pas, donc je ne peux pas répondre à ces questions. Et alors moi, j'en ai une dernière, Jean-François, s'il te plaît, si ça intéresse les autres aussi. Tu as parlé très rapidement tout à l'heure, dans une des diapos de Mme Autran, d'un test d'un vaccin à ARN pour le cancer. Est-ce que tu es capable de nous en dire un petit peu plus? L'entreprise Moderna
Et aussi BioNTech, leur technologie d'ARN, ça a été créé d'abord pour la vaccination de patients cancéreux, pour leur faire produire des protéines thérapeutiques. Donc, c'est d'injecter cet ARN à un patient pour qu'à partir de cet ARN soit produit une protéine qui a des effets thérapeutiques. Ça peut être des hormones qui stimulent le système immunitaire, comme l'interleukine 2 ou les interférons. C'est des protéines, ça, avec l'ARN messager, en injectant ça dans la tumeur, ces ARN messagers, on peut faire produire aux cellules tumorales ces molécules qui vont attirer le système immunitaire. Ils voulaient aussi, grâce à ces ARN messagers, faire coder des antigènes de tumeur pour immuniser les patients cancéreux contre des antigènes de tumeur portés par les cellules tumorales. Il y ait des anticorps et des lymphocytes T qui se mettent à attaquer les cellules tumorales. Et ça a beaucoup été étudié chez la souris, c'est très efficace, mais la souris, c'est un organisme plus simple qu'un être humain. Mais chez la souris, il y a eu des essais très convaincants avec l'ARN messager, ce qui fait que ça a été essayé chez l'homme, mais ça n'a pas encore donné des résultats concluants. C'est toujours en essais cliniques. Et les essais cliniques, en plus, dans le cancer, ils sont très longs parce qu'il faut attendre les résultats sur la longueur. Regardez après 5 ans, après le traitement, s'il y a des patients qui ont rechuté ou non. Donc, avant d'avoir les résultats, il faut beaucoup plus de temps que pour les essais cliniques, par exemple, sur les vaccins qui ont été très courts là. Donc, ces ARN messagers, ils avaient été beaucoup développés pour les traitements du cancer et il s'avère que ça a été un outil génial pour vacciner contre le Covid. Et du coup, si je comprends bien, il s'agit d'un vaccin curatif et non pas préventif. Ce n'est pas un vaccin pour empêcher d'attraper le cancer. Les vaccins ARN contre le cancer, c'est thérapeutique, ce n'est pas préventif. C'est quand le cancer est déjà développé qu'on essaye d'activer encore plus qu'il ne l'est le système immunitaire du patient contre les cellules cancéreuses. Merci Jean-François. Moi, j'ai épuisé mon stock de questions. J'en ai posé plein, j'en ai profité. Est-ce que d'autres veulent en profiter comme moi? Ou est-ce qu'on en a assez et on va pouvoir conclure? C'est bon pour tout le monde? Merci. Eh bien, je vous donnerai rendez-vous en février pour un nouveau webinaire sur l'immunothérapie. Je vous communiquerai la date prochainement. Voilà. Et je vais vous envoyer aussi un questionnaire de satisfaction pour que vous puissiez me dire ce que vous en avez pensé, de façon à ce qu'on puisse améliorer ces rendez-vous mensuels. Grâce à vous. Françoise ou Sophie ou Marie-Christine, est-ce que vous souhaitez dire un mot de conclusion? Non, moi, je veux aussi m'associer aux remerciements et pour Jean-François. Merci beaucoup cette présentation. Écoute, moi, je pense que c'était très clair et en tout cas super intéressant. Et c'est vraiment l'image qu'on va donner à ces webinaires recherche, c'est-à-dire être accessible et puis apporter des informations vraiment très nouvelles dans nos domaines de compétences à chacun. Donc, merci encore et puis merci aux personnes présentes. Je pense que c'est aussi stimulant d'avoir des bénévoles et tous ceux qui veulent participer. C'est toujours très motivant pour nous, en tout cas en tant que chercheurs. Merci à tous. Merci. Au revoir, merci. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci.